Alors bonjour, on va voir les indices laissés dans la nature qui pourraient nous inviter à penser que les êtres vivants ont des liens de parenté. Alors vous allez voir si ça vous convainc ou pas. Alors petit rappel, donc les êtres vivants ont des caractères assez différents morphologiquement et même chimiquement, mais il y a quand même des points communs qui nous permettent de les regrouper. Alors nous aujourd'hui on va travailler sur un groupe d'êtres vivants plus précis que l'ensemble, parce que ça serait un peu compliqué, mais on pourrait faire ce travail sur d'autres groupes. Donc ici, vous avez la classification, en tout cas une version actuelle de la classification, et donc nous on va travailler que sur les animaux. Donc c'est des eucaryotes qui ont une bouche et des yeux, donc on va travailler sur les animaux. Et dans le groupe des animaux, nous allons travailler que sur ceux-ci, c'est-à-dire les vertébrés, ceux qui ont des vertèbres à l'intérieur. Donc on va revoir ça, et on va essayer de les comparer donc, pour voir en quoi cela pourrait nous laisser penser qu'on a des liens de parenté. Alors voilà, si vous prenez donc trois animaux lambda qu'on va essayer de suivre jusqu'au bout pour les comparer, qui sont très différents dans leur locomotion, dans leur habitat, dans leur façon de se nourrir et de se déplacer. Donc le lapin, le pigeon et un lézard classique de muraille. Donc vous avez déjà, premier point commun, ils ont tous un squelette, et ce squelette, il est osseux. Donc il est fait avec la même matière, en os. Donc là, ça nous permet non seulement de les regrouper ensemble, dans un groupe qu'on va appeler les vertébrés, très bien, et en plus, c'est déjà un premier indice de leur parenté, de leur point commun. Alors, il y en a d'autres. Donc si on regarde maintenant à l'extérieur, que ce soit le squelette ou l'anatomie externe, vous allez constater que tous les vertébrés, là j'en ai mis que 3, mais vous pouvez mettre tous les vertébrés, alors après il y a toujours des petites exceptions, mais je ne les connais pas pour l'instant, donc si vous en trouvez, mettez-les dans les commentaires. Tous les vertébrés ont une tête, ils ont un tronc où s'accrochent des membres, en général 4, sauf les serpents qui les ont perdus, mais pas tous, hein, il y a encore des traces de membres chez certains serpents. Et enfin derrière, ils ont en général une queue. Et certains, comme on va le voir aussi, l'ont perdu. Vous avez l'exemple le plus connu, c'est nous. Donc, mais il n'y a pas que nous, hein, il y a tous les grands singes. Donc on a bien une tête, on a bien un tronc avec nos 4 membres, mais où est notre queue? Ça ne veut pas dire qu'on est différent. Donc queue, elle est où? Eh ben, elle se retrouve, si vous analysez l'anatomie, vous avez le trace dans vos os du squelette interne, donc le bout de la colonne vertébrale, vous avez plusieurs vertèbres qui sont soudées, qui anatomiquement sont très comparables à une queue euh, dans les autres animaux. Donc là, il y a un groupe de vertébrés qui a perdu la queue, entre guillemets, il y a quelques millions d'années, et qui sont actuellement donc les grands singes. Il n'en existe plus beaucoup, hein. Il y a nous, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. Alors chez les vertébrés, et là c'est aussi très remarquable, on a toujours un avant, un arrière, on peut dire antérieur, postérieur. Donc on appelle ça l'axe antéro-postérieur, mais il y a toujours aussi un dos, un ventre. Alors ce dos et ventre se retrouvent chez d'autres groupes, mais chez les vertébrés, ils ont tous un dos et tous un ventre. Et on va voir que c'est important dans l'organisation. Et si vous regardez des vertébrés, vous avez une droite et une gauche. Alors, ça paraît évident comme ça, mais certains êtres vivants n'ont pas cette symétrie-là. On va le voir après. Alors, ils sont donc symétriques. Vous voyez, si je prends l'image de la droite de l'animal, que je la copie, que je la recolle, vous obtenez à peu près un lapin. Alors, on n'est pas totalement symétrique, mais presque parfaitement tout de même. On pourrait le faire aussi avec un être humain. Donc ils ont une symétrie, comme on n'en a qu'un axe, qu'un plan de symétrie, on dit que c'est une symétrie bilatérale, des deux côtés, bi2, bilatérale de côté. Donc, je vous le disais tout à l'heure, chez les êtres vivants, il n'y a pas toutes ces symétries. Donc les arbres sont des êtres vivants, bon, c'est pas les vertébrés, mais ils n'ont pas la symétrie, donc ils sont plus éloignés de nous. Les méduses également, elles n'ont pas cette symétrie, elles ont une symétrie, mais on peut les découper en plusieurs plans. Donc elles ont une symétrie qu'on peut appeler radiaire, ou en rayon. Les éponges de mer, là, en jaune, n'ont pas non plus ce genre de symétrie. Donc ça permet de regrouper les vertébrés aussi dans un groupe plus cohérent qu'avec d'autres êtres vivants. Alors, si ça vous a pas convaincu, eh ben, il y a d'autres structures à observer. Si on observe un membre supérieur humain, un membre supérieur d'un oiseau ou d'une chauve-souris, et vous pouvez observer n'importe lequel, il y en a plein des schémas partout, la tortue, le dauphin, ce que vous voulez. Alors, il ne leur sert pas la même chose, mais par contre, on voit
qu'ils sont composés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de 3 parties, donc ce qu'on appelle le bras ici avec l'os violet, l'avant-bras et la main pour le membre supérieur, et pour le membre inférieur, on va le voir après. Donc dans le bras, vous trouvez chez tous les vertébrés un seul os, qu'on a appelé l'humérus, mais l'important c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Dans l'avant-bras, vous trouvez 2 os, toujours, plus ou moins soudés l'un à l'autre, mais on trouve toujours ces traces de 2 os. Et dans la main, on trouve un assemblage d'os, plus ou moins long, plus ou moins petit, mais en tout cas, il y a toujours cet assemblage-là qui est présent. Et donc ça laisse vraiment, ça c'est un argument très fort qui nous permet de penser qu'il y a vraiment un lien de parenté, c'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, un ancêtre commun à tous ces vertébrés a reçu ou a eu en tout cas une structure qui était fonctionnelle et qui a été multipliée après au cours du temps en différentes fonctions. Voilà, donc ça on peut imaginer ça, un membre hypothétique au centre avec un os dans la première partie, 2 dans la deuxième et de nombreux dans la troisième. Et suivant le développement de ces os, donc qui grandissent plus ou moins, qui soient plus ou moins petits, bah, vous obtenez des formes très différentes de membres qui vous permettent d'avoir des actions et donc de s'adapter à l'environnement très différemment. Donc ça va de l'aile jusqu'à la nageoire pour les dauphins. Le membre inférieur, on retrouve la même chose. Donc là, j'ai mis un cheval au centre et un homme des deux côtés. Donc voilà, c'est pareil. La cuisse, la jambe et le pied en bas. Et le bras et l'avant-bras et la main. Et à chaque fois, on retrouve cette structure en 3 parties avec un os, 2 os et plein de petits os. Voilà. Toujours pas convaincu. Et ben on regarde le résultat de dissection. Alors, si on dissèque une souris, vous pouvez obtenir quelque chose comme ça. Si vous disséquez une grenouille, vous pouvez obtenir quelque chose comme ça. À part le fait que pour certains, ça paraît dégoûtant. Si vous disséquez un être humain, vous obtiendrez des choses comme ça. Pas tout à fait les mêmes, mais qui se ressemblent beaucoup. Donc, voilà en dessin ce que ça donne. Si vous regardez, vous avez un peu les mêmes organes. Hein. Vous avez un cœur chez la grenouille, un cœur chez la souris, vous avez un foie, vous avez des intestins, etc., etc. Ils sont plus ou moins gros, plus ou moins petits, mais ils sont là et ils servent ils ont la même fonction. Donc voilà, si on fait au bilan, et toutes mes légendes, je peux les aligner gentiment, j'ai pas besoin de les croiser. Donc ça veut dire aussi que ces organes, non seulement ils sont semblables, mais en plus ils sont positionnés dans le même sens. C'est-à-dire que vous avez le cœur plutôt à l'avant de votre corps, et pour la souris c'est pareil, pour la grenouille c'est pareil, et pour tous les vertébrés, donc personne n'a le cœur dans la jambe, ou en bas du ventre. Tous les vertébrés ont la disposition des organes similaires. Les 2 poumons entourent le cœur. Les intestins, c'est un long tuyau, etc., etc. Donc voilà, si je rajoute l'homme à ça, voilà, je vous ai pris une représentation 3D de l'homme, et ben je peux prolonger mes traits et j'obtiens les mêmes organes à la même position. Donc ça nous permet de construire un diagramme, une sorte de graphique commun à tous les vertébrés. Donc on appelle ça le diagramme du plan d'organisation. Donc je définis 2 axes. L'axe horizontal, ça va être avant, arrière de l'animal. L'axe vertical, ça va être le dos de l'animal et le ventre de l'animal. Et je vais essayer de repositionner les organes dans cette bestiole virtuelle, mais qui pourrait correspondre à tous les vertébrés. Donc tous les vertébrés ont, au niveau de l'avant de leur corps et sur toute la longueur de leur corps, leur système nerveux central, composé à l'avant d'un cerveau encéphale et le long de la colonne vertébrale d'une moelle épinière. Tous, tous, tous. Ce qui n'est pas le cas de tous les êtres vivants. Les insectes ont un système nerveux qui est de l'autre côté, donc qui est là, qui est ventral. Alors on reprend nos vertébrés. Si on construit le tube digestif, vous avez la bouche qui est toujours à l'avant de l'animal. Il n'y a pas un animal qui avance avec la bouche derrière. On avance avec la bouche devant. Et elle est plutôt du côté ventral. Hein. Vous n'avez pas un animal qui a la bouche derrière la tête. Ça n'existe pas pour les vertébrés. Cette bouche fait suite à un ensemble de tuyaux qui sont présents aussi, plus ou moins importants, plus ou moins déformés, mais chez tous les vertébrés. Vous avez enfin des reins et des gonades qui sont plutôt vers l'arrière et entre la moelle épinière, entre le système nerveux et les tubes digestifs. Et vous avez le cœur et les poumons qui sont à l'avant de l'animal, du côté du ventre ventral. Il n'y en a pas des vertébrés qui sont autrement que ça. Voilà, en simplifié, vous pouvez donc coller sur cette image n'importe quel vertébré et en le déformant un petit peu, et ben vous obtenez la correspondance. Donc,
si on se résume, on a vu que tous ces petits vertébrés ils avaient un squelette interne fait de vertèbres et en os. Le corps, il est toujours en 3 parties. Alors des parties parfois sont réduites ou disparues, mais on trouve toujours des traces de ces 3 parties. Le squelette est en os, donc je le disais. Les axes de polarité sont similaires, donc on a toujours un avant, un arrière, une droite, une gauche, un dos, un ventre. Et on a une symétrie donc bilatérale chez tous les vertébrés. Et la structure des membres, que ce soit les membres supérieurs, donc ce que vous appelez bras avant, bras main, et les membres inférieurs, cuisses, jambes, pieds, sont très semblables au niveau de leur nombre et aussi des os qui les composent. Et quand on regarde les organes internes, ils sont semblables et disposés de la même façon. Donc tout ceci, ça nous laisse penser vraiment qu'il y a une parenté entre les vertébrés. C'est une explication qui est plus logique que d'imaginer que chacun soit apparu séparément, comme ça, en claquant des doigts, et qu'au bout du compte, le pigeon, il est plein de ressemblances anatomiques avec une taupe ou avec nous, et pourtant il serait apparu comme ça spontanément. C'est peu logique, donc il est plus logique de penser qu'il y a longtemps, des êtres vivants avaient ces caractères de base, et qu'ils se sont ces caractères de base modifiés avec le temps pour s'adapter à l'environnement. Alors il y en a d'autres arguments qu'on voit plus vraiment en seconde, mais je vous les présente rapidement ici. Vous avez les arguments embryologiques. Donc si on regarde des embryons d'animaux très différents, mais qui sont tous vertébrés ici, donc les poissons, le poulet, le porc et l'humain, quand on les regarde à leur stade de développement précoce, tôt après le développement, il y a quand même des gros points communs qui permettent de dire aussi qu'il y a une ressemblance importante. Alors plus importante bien sûr avec ceux avec qui on est plus proche. L'embryon du poisson est plus différent de nous, qui est là à droite, que l'embryon de porc, parce qu'on est plus éloigné, l'ancêtre commun entre guillemets avec le poisson est très lointain. Alors déjà avec les singes ou avec les porcs c'est très lointain, mais alors là ça remonte à des centaines de millions d'années. Ah, je remarque au bout du compte aussi, c'est qu'à 28 jours, vous avez toujours votre petite queue, et donc les os qui sont pas encore formés vont se former tout doucement en se rétrécissant, et ce qui va former votre coccyx plus tard. Voilà, si on compare les embryons tôt, ils se ressemblent beaucoup. Un dernier argument, l'encéphale des êtres vivants, donc là c'est une planche anatomique de différents encéphales de vertébrés. Et donc si vous regardez les encéphales, vous retrouvez des structures qui sont semblables, plus ou moins développées, toujours pareil, hein, c'est comme avec les os, mais toujours présentes. Donc vous avez une partie qui correspond au lobe olfactif, vous avez toujours vers l'avant une partie des hémisphères cérébraux plus ou moins développés, beaucoup chez l'homme. Les mésencéphales, donc les lobes optiques qui sont plus réduits chez nous, mais très réduits chez les animaux par exemple, comme les reptiles ici, et un cervelet qui permet de contrôler les mouvements en particulier. Donc voilà, cette structure, ça va être un peu comme les membres supérieurs. Au niveau des encéphales, on retrouve aussi cette structure assez semblable partout. Voilà les maîtres et leurs chiens. Donc j'espère avoir un petit peu avancé dans votre réflexion sur les liens qu'il peut y avoir entre les êtres vivants, ici les vertébrés. J'espère vous retrouver bientôt.